Bonsoir à tous, il est 19h à Tahiti, 19h30 aux Marquises et 20h au Gambier. Dans l'actualité de ce samedi, pas de dégâts importants occasionnés par la forte houle de ces derniers jours. L'interdiction de baignade prend fin ce soir. Malgré tout, certains surfeurs ont bravé l'arrêté. 2 infractions seulement ont été constatées. Le gala du conservatoire, en ce moment même, place Tohata, 1000 élèves de la section art traditionnel se produisent en danse, orero, chant et musique. Et pour vivre ce moment, nous serons en direct avec Méréini Gamblin sur place. Elle nous parlera de l'ambiance. De la musique aussi, avec notre rubrique Te Honorahua. Ce soir, ambiance de bringue avec Tata Lulu, spécialiste du kamaka. Séquence nostalgie avec son répertoire des années 70 à 90. Et puis découverte du four solaire en fin de journal ou comment cuire ses repas sans feu, ni gaz, ni électricité, simplement grâce aux rayons du soleil. Des apprentis bricoleurs sensibles à l'écologie ont appris à fabriquer leur four solaire. Nous verrons cela. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. On commence donc avec l'angoisse de la forte houle de ces 2 derniers jours. Malgré tout, elle n'a causé aucun dégât important et en dépit des interdictions de baignade, certains surfeurs n'ont pas hésité à sortir leurs planches pour profiter des vagues. Juan Potoru, Patrick Tsinsing. Avec des vagues d'une telle taille, difficile de résister sur ce spot de surf à Paea. Certains n'ont pas hésité à se mettre à l'eau. La passion est beaucoup plus forte. C'est un peu gros. Ouais. C'est idéal, je pense. Mais normalement, on ne doit pas aller à la mer. Hein. C'est plus fort que moi. Il y a des vagues, ce n'est pas tous les jours. Hein. Du coup, tant mieux en profiter. Pour d'autres, par contre, on reste vigilant. Mieux vaut éviter les sanctions. On prend son mal en patience. Étant donné que la houle baissait, je pensais que c'était bon. Et là, je viens de l'apprendre du coup que c'est pas possible d'aller surfer aujourd'hui. Donc je vais pas faire comme les collègues qui sont là-bas, je pense pas. On va s'occuper autrement, faire du sport, mais hors de l'eau pour le coup. Du côté des plages publiques, aucun baigneur à l'horizon, hormis quelques personnes venues admirer le paysage. Les consignes de sécurité sont pour l'instant prises en compte. Oui, la baignade est interdite. Je l'ai entendu à la radio, à la télé, et je respecte parce que j'imagine que les vagues doivent être très fortes. Dans ce restaurant, on prend aussi des mesures pour protéger la clientèle. On reste sur le qui-vive depuis l'alerte de la forte houle. Depuis jeudi, on a décidé jeudi soir de fermer le restaurant parce que justement la mer elle était trop agitée. Et aujourd'hui, on fait toujours attention, malgré les restrictions. Voilà. Plus de 2 infractions ont été relevées ces derniers jours, malgré les arrêtés d'interdiction à la baignade et l'appel à la vigilance. Un scénario qui ne surprend pas la mer et ses équipes d'intervention. L'arrêté prévoit une sanction, c'est une contravention de première classe, mais on n'est pas là pour laisser des contraventions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout sauver des vies et d'éviter justement les drames. Ils ne se rendent pas forcément compte qu'à un moment donné, ça peut être dangereux pour eux et peut y avoir un drame qu'on ne veut pas. Jusqu'à ce soir, la vigilance orange pour vagues de submersion reste active. Le haut-commissaire recommande toujours la prudence face aux risques en mer. À Tuamotu Aho, entraînement militaire d'envergure avec 13 nations autour d'un scénario d'assistance humanitaire et de secours à la suite d'une catastrophe naturelle. Les participants s'exercent au déploiement de moyens logistiques, médicaux et cyber afin de venir en aide aux populations sinistrées. Sur l'atoll, l'exercice met en scène des échanges de coups de feu entre des militaires français et américains et un groupe de narcotrafiquants. Les armées quitteront Ho demain. On écoute le capitaine Stéphane, interrogé par notre correspondant Mathieu Allot. On a donc déployé par des moyens militaires maritimes et aériens une compagnie du RIMAP Polynésie, renforcée d'une section d'US et un élément de commandement tactique pour coordonner à la fois les actions au sol et les actions amphibies ou 3D qui peuvent être déployées à partir de la frégate de surveillance que vous voyez derrière moi. Et la guerre, elle, est bien réelle au Moyen-Orient, mais même loin du conflit, les professionnels de l'aérien s'inquiètent de l'approvisionnement en kérosène et de son prix. Réunis à Paris à l'occasion du 15e Air Forum, ils ont partagé leurs projections. Si les vols à venir sont assurés, l'incertitude demeure pour la fin de cette année. Reportage de nos confrères d'Outre-mer La Première, Jean-Michel Mazerolle et Mourad Bouretima. Il est important
C'est le sujet principal des débats actuels autour du transport aérien mondial, le kérosène. Au Paris Air Forum, les professionnels de l'aérien se veulent rassurants en pleine guerre au Moyen-Orient. Pas de pénurie dans l'immédiat. Le kérosène, c'est compliqué pour nous aujourd'hui, mais qu'est-ce que je peux vous dire? C'est qu'on a sécurisé notre stock ici la fin du mois d'août. La question aujourd'hui, c'est après ça. Donc, tous ceux qui veulent voyager cet été, il n'y a pas de problème. On a assez de stock pour l'été. Notre problème, c'est avant tout un problème de prix, puisqu'en fait, il y a une telle compétitivité ou compétition entre les différentes zones du monde et qui ont dû se réorganiser, que ceux qui ont du brut à vendre, ben forcément, les prix ont monté. Enfin, voilà, parce qu'ils ont la capacité et par ailleurs, il y a de la demande. Pas de souci donc pour voyager cet été. En revanche, pour la fin de cette année, là, c'est une autre histoire. À l'hiver 26-27, il y a une grande inquiétude globale sur le niveau d'activité, la robustesse de la demande, et on risque d'avoir effectivement des ajustements des programmes de vol. C'est pour ça que les compagnies aériennes, vous le savez, demandent des exemptions au règlement sur l'historicité, de façon à ce qu'on ait de la flexibilité pour procéder aux ajustements nécessaires. Et ça, c'est la meilleure garantie qu'on n'aura pas augmenté les prix si on peut ajuster sensiblement notre programme de vol. En d'autres termes, permettre aux compagnies aériennes d'annuler ou de reporter des vols par manque de passagers, histoire que les avions ne volent pas à vide et donc à perte. L'autre problème avec l'envolée du prix du pétrole, la fameuse couverture carburant, c'est-à-dire que les compagnies s'engagent à acheter du kérosène à un prix fixe sur une longue durée. Plus vous engagez dans le temps, plus le tarif que vous allez avoir va baisser. Mais il faut prendre un engagement et la difficulté, c'est d'être sûr que l'engagement que vous allez prendre dans le temps reste gagnant. Sachant que nous, on fait partie des compagnies qui considèrent qu'il faut se couvrir, je dirais, jusqu'à un certain pourcentage, mais pas au-delà. Il ne faut jamais oublier qu'une couverture, c'est quand même un engagement à payer un carburant. Donc ça veut dire qu'en face, le banquier qui va s'engager à acheter ça pour vous, il faut quand même qu'il ait aussi la certitude de pouvoir être remboursé. Les compagnies aériennes ne vont pas bien. Certaines ont des problèmes de trésorerie. Si elles vont frapper à la porte de leur banquier, quand bien même elles voudraient avoir une couverture, est-ce qu'elles vont l'avoir, la couverture? Ça, c'est pas évident. C'est pour ça que le problème aussi qu'il y a fondamentalement derrière, c'est la rentabilité de nos entreprises. Une rentabilité qui dépend donc grandement aujourd'hui de la guerre au Moyen-Orient et de la géopolitique internationale. La fin de la crise entraînera une chute du carburant. C'est une évidence. Cette crise est impensable à court moyen terme. Quand le pétrole va baisser, l'idée des compagnies aériennes, même si elles se sont impactées une grosse augmentation du pétrole pendant un certain temps, ça va être de reprendre, parce que là en ce moment tout le monde s'étouffe un peu, ça sera de reprendre une compétition, ça sera à nouveau de se battre sur les tarifs, et le job d'une compagnie aérienne, particulièrement politiquement sur le dôme, c'est pas non plus de se faire des bénéfices gargantuesques sur le dos des dômières. Ça n'a jamais été le cas. Pourquoi ça serait le cas demain? En attendant, le prix du kérosène reste haut, même s'il a un peu diminué ces dernières semaines. Pour l'heure, pas de baisse en vue des prix des billets d'avion de et vers les Outre-mer. Retour à Tahiti avec le gala du Conservatoire. Ce soir, 1000 élèves passionnés et déterminés de la section traditionnelle célèbrent la culture en ce moment même, place Toata. Ils présentent leur spectacle sous le signe du rituel du Rahiri, chaque tableau représentant un moment de cette cérémonie. Et nous retrouvons en direct sur place Mélénie Gamblin et Patrick Sinsing à la caméra et à la transmission. Mélénie, c'est un grand moment pour la section des arts traditionnels ce soir. Oui, Lucille, tout à fait. Bonsoir à tous. C'est un grand moment parce que c'est un spectacle qui est préparé depuis plusieurs mois et c'est le spectacle qui clôture l'année. Alors ce soir, les élèves de 4 ans à 77 ans sont sur scène. Juste avant, il y avait les petits et puis là, il y a les jeunes qui vont entrer sur scène. C'est vraiment beau à voir. Donc c'est le thème, vous l'avez dit, sur le Rahiri et le Petumu pour rendre hommage à cette cérémonie culturelle et puis à la musique traditionnelle de la Polynésie. C'est un thème écrit par Yann Pa qui a déjà été récompensé pour ces thèmes qu'il a écrits. Ce soir, sur scène, ceux qui dansent, ceux qui chantent et ceux qui clament, eh bien, ce sont la génération de demain, ceux qui vont faire perdurer la culture maori, Lucille. Merci Mélénie, donc en direct de la place Toata avec Patrick Sinsing. Et comme chaque samedi, on ouvre à présent notre rubrique musicale Te Hono Rahua.
Bonsoir Tata Lulu. Bonsoir Lucille. Alors c'est ainsi que vous vous faites appeler. Vous êtes une spécialiste du kamaka, bien connue dans le monde de la bringue. Vous ne composez pas, mais vous chantez beaucoup. Quel est votre répertoire? Si, je compose vous composez également. aussi. Alors qu'est-ce que vous J'avais composez composé à l'époque, où j'ai commencé dans la musique. J'ai gagné un concours de chant. C'est avec Gabilou, à la découverte d'une étoile. Et après cette victoire, j'ai composé des chants. Oui, alors pourquoi c'était quoi la question? Excusez-moi. Quel est votre répertoire? Alors, mon répertoire est de tout. Je n'ai pas de limite à mon répertoire. Je peux chanter de tout. Voilà. Donc, ça dépendra de mon cœur, de l'humeur, etc. Plutôt nostalgique. Mais plutôt nostalgique. J'adore les chansons d'avant parce que ça me calme. Ça calme les mœurs. Comment est-ce que vous êtes venu à la musique? Voilà, donc justement, la musique, c'est quelque chose que je plongeais dedans depuis petit parce que dans ma famille, tout le monde était musicien. Et voilà, donc en regardant, en les observant, donc je me suis mis dans la musique en même temps de chanter. Et qu'est-ce qui vous plaît tant dans cette ambiance de bringue? Alors, dans les bringues, il y a de l'ambiance, donc la fraternité, il y a du monde, et puis après, il y a de l'amour aussi. Donc, on sent l'amour des gens, on sent que les gens t'aiment, on sent que... Beaucoup de choses positives, en tout cas. Alors, vous avez transitionné il y a 6 ans. C'est un moment qui a été très important dans votre vie. Vous tenez à le souligner. Qu'est-ce qui a changé pour vous vis-à-vis de vous et vis-à-vis de votre rapport aux autres? Alors, ma transition s'est faite il y a plus de 6 ans maintenant. Je l'ai demandé à ma mère d'abord et elle était d'accord parce que de toute façon, depuis petite, j'étais son mannequin. Donc, elle était couturière à l'époque de papeterie. Et depuis que j'ai fait le pain parce qu'il fallait faire le pain parce que c'était une souffrance avant de rester dans un corps qui n'était pas le tien et de faire semblant toute ta vie. Et à un moment donné, je me suis dit, je n'ai pas envie de mourir bête, je n'ai pas envie de mourir malheureuse. En fait, c'est pour ça que j'ai demandé à ma mère, maman, j'ai envie d'être comme tu m'as toujours connue. Elle m'a dit, c'est ton choix. Et voilà, donc maintenant, pour terminer, je me sens bien dans ma peau, je me sens moi et je me sens vrai. Et cette confiance en vous que vous avez retrouvée, ça vous apporte quelque chose en plus aussi lorsque vous chantez, vous dites que vous êtes une showgirl. Oui, exactement. Parce que souvent, quand on m'invitait, donc, c'est pas vraiment parce qu'en tant qu'invité, c'est plutôt parce que je devais animer, je devais chanter, voilà, donc on me connaissait comme ça. Et donc, j'ai dû faire la plupart du temps le showgirl, showman, et en même temps, voilà, ensuite de bouche à oreille. Donc, voilà, je passais un petit peu de bringue en bringue, de famille en famille, d'anniversaire en anniversaire. Merci Tata Lulu d'avoir été avec nous ce soir. On vous retrouve à la fin du journal pour un morceau. Merci. Avec plaisir. Et c'est ainsi que se referme notre rubrique musicale Te Honurawa. Cuire ses plats sans feu, ni gaz, ni électricité, c'est possible. À Papeete, 6 apprentis bricoleurs ont appris à fabriquer leur four solaire, une façon plus écologique de cuisiner, mais aussi l'occasion de découvrir les bases du bricolage dans une ambiance conviviale. Mélanie Gamblin, Hubert Liao. Voilà le prototype que doivent reproduire ces bricoleurs d'un jour. Un four solaire en bois et en liège avec des réflecteurs qui font grimper la température jusqu'à 120 degrés. Anne-Marie et Corentin ont été conquis par le concept. C'est bien expliqué, il y a tous les outils à disposition, c'est vachement bien. Mais on fait chacun notre four solaire, si jamais il y a un PAPA, on a chacun notre four, on peut faire le dans notre chambre. Un four solaire pour éviter les disputes, c'est une idée, mais l'argument ultime de séduction, c'est l'écologie, apprendre à bricoler tout en gagnant en autonomie alimentaire. Je me suis dit ça ferait un bon combo de pouvoir à la fois savoir cultiver les aliments et puis ensuite de savoir fabriquer un four pour pouvoir les cuisiner. J'aide les personnes qui sont dans l'atelier à fabriquer leur premier four, parce que moi le four que j'ai fait il est juste là en présentation. J'avais jamais touché un marteau ou une visseuse avant ce stage, du coup j'ai appris pas mal de choses avec Pascal et c'est vraiment enrichissant du coup.
Après l'effort, le réconfort. L'organisateur de l'atelier s'avère justement être un très bon cuisinier. Au menu du jour, poisson aux légumes, porc au caramel et fondant au chocolat. Il a même préparé du pain maison pour accompagner. C'est comme un slow cooker, on va dire, mais bon, tu vois, pour un plat mijoté comme du pou à choux, par exemple, ça va mettre 2 heures, 2 heures et demie. Donc finalement, c'est pas beaucoup plus lent que quand on laisse mijoter sur le feu. Et l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'être là à touiller tout le temps et à surveiller, quoi. Un four économique donc, en plus d'être écologique. Les bricoleurs du jour n'auront plus qu'à profiter de la prochaine journée ensoleillée pour le tester chez eux. On ouvre une page de sport à présent avec la course de pirogue Vodafone Channel Race. Aujourd'hui, le parcours habituellement prévu entre Taoné et Moorea a été modifié en raison de la houle. Les rameurs ont effectué 60 km de course sur la côte est de Tahiti. Victoire de Shell devant Timo Pete et Bora Bora. On écoute la réaction des équipes du podium. Elles répondent à Hubert Liao et Teiva Ribet. Ça s'est fait que des gros vagues aussi le retour, hein, mais la remontée, tu vois, très dur. Vous avez eu des combats quand même? On a essayé de tenir chez l'OPT. On n'a pas pu, ils sont trop forts, on ne peut pas monter. Le troisième là? Ouais. Troisième. Et pour vous, la partie la plus dure, c'est laquelle? C'était plus la remontée et surtout vers la fin. On a bien pris un bon départ, hein, la remontée, on était à l'aise et tout. Je pense que ce qui a joué aujourd'hui, c'était le début du surf. Hein. On a eu un petit moment de bug là et quand ils sont passés, ils ont mis tous leurs bateaux devant nous. Du coup, on n'avait plus aussi trop de houle naturelle. Hein. Après, c'est le game, hein, c'est comme ça. Hein. Si c'était nous, on aurait fait pareil, je pense. Hein. Je tiens à féliciter aussi Timo Pete, ils n'ont pas démérité. Hein. Attends, félicitations aux copains, on est resté unis jusqu'à la fin. Hein. La remontée, elle était dure, mais voilà, on était prêts. Comme on dit, tout le monde se prépare pour tout type de conditions. On ne choisit pas les conditions. Comme Charles l'avait dit il y a 2 semaines, c'est à nous à nous adapter aux conditions. Ce n'est pas aux conditions à s'adapter à nous. En bref, le surfeur Kaoli Vast s'incline en quart de finale de la Surf City El Salvador Pro. Il était face au Brésilien Italo Ferreira sur de petites vagues. Kaoli Vast se classe 5e de cette compétition. En arts martiaux, victoire de Tama Ikili en MMA en Nouvelle-Zélande. Le Polynésien remporte ainsi son 3e combat d'affilée chez les professionnels. Après cette victoire, Tama Ikili a de fortes chances d'intégrer l'UFC, la plus grande organisation de MMA. Le résumé de ce combat à lire sur notre site internet. En football, lors de la Coupe du Monde, le Brésil et le Maroc terminent dos à dos sur un score d'1 partout. Aujourd'hui, à New York, 2 jolis buts inscrits par Seibari pour le Maroc et par Vinicius pour le Brésil, mais pas de gagnant, donc, pour ce premier gros choc de la Coupe du Monde. Le monde du football polynésien, justement, est en deuil. Richard Van Sam s'est éteint à l'âge de 92 ans, pionnier des Jeux du Pacifique, médaillé d'or et entraîneur. Il a marqué des générations de footballeurs. Il a également été le premier journaliste sportif dans les années 70 en radio puis en télévision. Avant de refermer cette édition, je vous en rappelle l'un des principaux titres. La forte houle de ces 2 derniers jours n'a heureusement pas occasionné de dégâts importants. Certains surfeurs ont choisi de braver les interdictions de baignade pour sortir leurs planches. 2 personnes secourues ont en revanche écopé d'une amende. L'ensemble de la Polynésie, à l'exception des Marquises, est repassé en vigilance jaune vague submersion. L'interdiction de baignade est levée à partir de demain. À suivre, le feuilleton L'amour de ma vie, puis la série Total Control. On se quitte en musique avec Tata Lulu. Très belle soirée sur la première. À demain.
Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.